Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Club Média. Cette grève des enseignants du primaire, nous disions la semaine écoulée que la situation a évolué. Quelques avancées dans la mesure où les deux parties ont accordé le violon sur la revendication liée aux enseignants incapables ayant totalisé 0% au CEP. Salimane Karimou demande aux intéressés de reprendre les cours. Ceux d'entre eux qui auraient eu quelques performances pourraient se voir à nouveau nommés dès la rentrée prochaine et non plus dans 3 ans comme contenu dans le nouvel arrêté. Mais ce sera tout. Le statu quo est maintenu sur le recours aux retraités et la relecture proposée par le ministre pour les décrets d'application portant statut particulier des enseignants de la maternelle et du primaire. La grève des enseignants est le principal sujet de ce numéro de Club Média 7. Tout de suite, nous allons suivre la revue de presse signée Ricardo Peco. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse nationale s'est intéressée la semaine écoulée à plusieurs sujets, entre autres la polémique autour des agents fictifs des forces armées béninoises. En effet, le gouvernement béninois a lancé depuis décembre 2016 l'opération de recensement des agents de la fonction publique. Au terme de cette opération qui vise à avoir une idée précise du nombre d'agents de la fonction publique, les résultats obtenus donnent à réfléchir. Au sein de la Grande Muette, il a été révélé que 1331 militaires fictifs émargent au budget national. Comment a-t-on pu entretenir une telle mafia qui a traversé le temps, résisté aux différents régimes qui se sont succédés au sommet de l'État, se désole de ce fait fraternité? Avant le recensement, faut-il le rappeler, sur une estimation de 25 759 agents, poursuit le quotidien de Ménotin, 23 352 ont été enrôlés, 145 non recensés, 13 331 positions inconnues, 200 et 731 agents respectivement en stage et en mission à l'étranger. Un bilan qui révèle un écart entre le nombre de personnels qui était estimé et les effectifs recensés. Toutes choses qui font écrire à mon confrère que des agents inconnus de l'État, tapis dans les forces armées béninoises, perçoivent leur salaire, leurs primes et tous les avantages dus à leur rang. Il faut donc un grand coup de balai. Et sur la question, le matinal révèle que Patrice Talon est prêt à démanteler le réseau. Un grand dossier donc sur lequel le président de la République est attendu. Mais pour l'heure, le chef de l'État et son gouvernement devront faire face à la colère des enseignants de la maternelle et du primaire qui sont à nouveau en grève. De 48 heures de grève, les syndicalistes ont décidé d'aller à la vitesse supérieure avec 72 heures de grève renouvelables. Pour rappel, les enseignants grévistes s'opposent au rappel des inspecteurs et conseillers pédagogiques retraités au service de l'enseignement maternel et primaire et exigent du gouvernement le recrutement de nouveaux jeunes pour faire le job. Et à l'autre quotidien, de faire constater que les syndicats ne démordent pas. La question principale, objet du déclenchement des derniers mouvements de débrayage dans l'enseignement, reste donc la pomme de discorde. Les discussions avec l'autorité de tutelle n'ont malheureusement pas prospéré, renseigne pour sa part le journal du service public. Avec ce nouvel échec des négociations, on peut bien s'inquiéter pour l'avenir des plus jeunes. En tout cas, précise le quotidien, les syndicats menacent de reconduire le mouvement de débrayage si l'autorité ministérielle ne revoit pas sa copie avant le 31 janvier prochain. Pendant ce temps, ce sont les nouvelles mesures issues du Conseil des ministres à l'encontre des débiteurs du FNPEJ et du FNM qui intéressent. Le gouvernement se met aux trousses des débiteurs, mentionne le Progrès. À en croire le point fait de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, seulement 6,32% des crédits octroyés ont été remboursés pour la première phase du FNPEJ et un taux de remboursement de 39,18% pour la seconde phase. Le FNM, pour sa part, doit encore recouvrer un peu plus de 16 milliards 311 millions sur un décaissement de 43 milliards, soit donc un taux de 38% de créance. Dans les dernières secondes de ce tour de l'actualité à présent, le quotidien La Nation nous apprend que Soleil FM, E-Télé et Eden TV, dont les activités, on se souvient, ont été suspendues depuis le 28 novembre, sont autorisées à émettre à nouveau. On se souvient
bien que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication reprochait à ces 3 médias la violation de la convention qui les lie à l'institution de régulation, laquelle violation résulterait du changement de lieu d'émission sans qu'une information préalable ne soit adressée à l'institution, annonçant donc ce changement. Et avec cette nouvelle décision, il y a de quoi pousser un ouf de soulagement. Et c'est justement sur cette information que nous bouclons cette revue de presse. Merci de l'attention et à bientôt. Merci à vous, Ricardo Pekou. Nous allons écumer cette actualité que vous venez de résumer avec Philippe Nsek, journaliste, ancien rédacteur en chef de la télévision nationale, et Joseph Ogouchi, journaliste, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Première question, la grève passe de 48 heures à 112, alors que le 20 décembre dernier à Abomey, les syndicalistes ont adhéré à l'arrêté. Comment se fait-il qu'ils font un revirement aujourd'hui? Écoutez, des sujets comme ça, je vous assure que c'est toujours difficile d'être un acteur hors du champ de jeu et de pouvoir apprécier. Toutefois, j'ai essayé d'écouter ce matin même sur un organe de presse, disons une radio de la place, un responsable très proche du ministre en charge des enseignements maternels et primaires qui est venu à peu près nous dire exactement la situation qui prévaut au sein de ce ministère. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse être d'accord sur le fait qu'il y a un déficit. Il y a un déficit en ce qui concerne les compétences et que le ministère décide, peut-être de bonne foi, c'est ce que je crois, de supplier à cet écart-là en faisant appel à d'autres compétences, même si ces compétences sont à la retraite. Je ne sais pas quel est le problème qui se pose en réalité. Ils disent que dans les rangs, il y a quelques bourreaux. Le problème, c'est de pas, ils ne veulent pas composer avec les bourreaux. Oui, mais le problème est là. Les bourreaux, s'il y a des bourreaux, ça veut dire qu'il y a eu des victimes, n'est-ce pas? Eh bien, on ne se fait pas justice soi-même, je crois. Le ministre a quand même fait une promesse. Il dit, on va voir à l'œuvre. S'il y a des plaintes qui sont avérées, on va les retirer, ces bourreaux. Oui, mais le ministre a dit une chose. Écoutez, ce que vous supposez être vos bourreaux, mais s'ils sont utiles pour vous permettre d'accéder à la fonction de conseiller pédagogique ou d'inspecteur, mais qu'est-ce que nous allons faire? Si quelqu'un a été victime d'un acte qu'il suppose être contre le droit, en tout cas les principes, mais il peut s'adresser à qui de droit? Il y a des structures qui sont là. Tout à fait. Je ne sais pas, j'avoue que je suis un peu perplexe dans ce sujet-là. Je n'ai pas l'intention de dire que les jeunes ont entièrement tort, de vouloir forcément, mais jusqu'à aller déclencher un mouvement de grève et pénaliser les élèves, les parents d'élèves. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cela. Ouais, Joseph Ogouchi, la même question vous a renvoyée. Bonsoir, je voudrais dire d'abord bonne année aux téléspectateurs, parce que ça fait plus d'un an qu'on s'est vu. Alors, non, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vous surprendre. Les grèves dans l'enseignement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais depuis des années, on est habitué à ça. Mais ce qui surprend, c'est qu'il y a eu adhésion à cette mesure et après, on annule encore. Ah non, ils ont dit qu'il n'y a pas d'adhésion parce que moi, j'ai suivi sur le OTB ce matin, la radio, il y avait un responsable syndical et puis un conseiller à la présidence, je crois. Bon. Et ils sont entendus sur certains points, mais il y a le point de la question des inspecteurs oui, tout à fait. Qui se pose. Donc, ils n'ont pas eu... je ne pense pas qu'il y a eu revirement où on s'est entendu. Oui, mais ce qui est sûr, vous voyez, ce qu'ils disent, c'est peut-être vrai, parce que dans le monde enseignant, il paraît que les inspecteurs sont des rois. Ils font des directeurs de qui ils veulent. Ils ne font pas de directeur de qui ils veulent. Ça a été toujours comme ça, hein, depuis notre enfance. Quand l'inspecteur vient à l'école, tout le monde tremble. Donc, c'est cela. Et maintenant, comme Philippe Nsek l'a dit, il y a des victimes. Moi, je voudrais qu'on identifie, dès le départ, les bourreaux et qu'on les sorte des rangs.
Parce que lorsqu'on promet, pour dire on va voir les plaintes, non. Mais le ministre a... Les plaintes n'ont jamais prospéré au Bénin. Il a dit, laissons-les faire le travail, 5 mois après, on va évaluer. Ils ont dit non. Après, il dit, laissons-les faire 3 mois, ils disent encore non. Et maintenant, il leur dit, bon, allons jusqu'au congé de détente. Actuellement, ils sont à 3 semaines. Voilà. 3 semaines. 3 semaines, Juste au congé de détente, ils vont évaluer. Moi, c'est-à-dire, nous parlons comme si c'était maintenant que les grèves des enseignants se passent. Et comme je sais que l'a dit, c'est une situation confuse. Le monde enseignant, c'est une situation... Mais le problème c'est que ce n'est pas illégal, en ce sens que les textes autorisent. J'ai tantôt échangé avec un syndicaliste qui s'y connaît. Il dit que les textes autorisent qu'on ait recours aux retraités. Je ne vois pas le problème. Mais est-ce que c'est... Bon, il y a deux problèmes qu'ils ont soulevés. Bon, j'entendais dire que certains retraités peuvent s'écrouler parce qu'ils ne tiennent plus la route. Bon, si c'est ça, dégagons des rangs ceux qui sont fatigués. Bon, de deux, il y a la question de la suspicion légitime, la peur des bourreaux. Moi, je ne comprends pas parce que, encore qu'on a dit que les retraités sont prêts, par exemple, à se sacrifier. Ils n'auront pas droit à un véhicule. Quand on est à un niveau d'inspecteur ou de conseiller pédagogique à un certain niveau, pour vos déplacements, vous avez droit au carburant, vous avez droit certainement à un mois de déplacement. Il paraît que ces retraités sont prêts à renoncer aux frais de carburant, aux véhicules, et que c'est de leurs propres moyens qu'ils sont prêts à régler ce besoin-là qui s'exprime dans le domaine. Alors, j'avoue qu'en dehors de cette affaire de bourreaux et de victimes, et je crois qu'il ne faut pas que ça vienne... derrière les grèves, il y a toujours quelque chose donc qu'on ne maîtrise pas. C'est pas nouveau. C'est ça la difficulté. Deuxième sujet, supposé recours à supposé agent fictif dans l'armée béninoise, 1331. Est-ce que vous y croyez? Quel corps au Bénin n'est pas gangréné, n'est pas corrompu? Quel corps au Bénin? Partout. L'armée est connue pour sa droiture. Nous avons souvent recours aux militaires lorsqu'on a besoin d'hommes droits dans les bottes. Oui, mais et si les patrons... Mais dans le même temps, on dit que les patrons se sucrent sur les primes. Ils sont droits, mais ils se sucrent. Mais c'est aussi un haut lieu de corruption. Le général Amoussou a démenti la chose sur une chaîne de la place. Il a démenti comment? Il dit que c'est pas vrai. Et en apportant quoi? Il faut des preuves. Oui, moi j'ai écouté le général. Au fait, moi je pense qu'une seule chose. Vous savez, les histoires d'agents fictifs, ça relève de l'administration. Oui. Ça relève de l'administration. Et je ne suis pas convaincu que ce soit du fait forcément de l'actuel chef d'état-major général. Non, pas du tout. Non, c'est depuis des années. C'est pas du tout de son fait. Et je vois très mal, lui, à ce niveau-là, venir confirmer qu'il ne puisse pas avoir d'agent fictif. Alors, un bon patron protège son corps. Non, mais il ne protège pas les agents fictifs. Non, on protège le corps contre l'image. Il faut faire l'image. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand il dit que les militaires, c'est un corps de rigueur, il faut toujours maintenir cette image. Oui, mais bien sûr, quand on nous parle de l'armée, ce n'est pas forcément ceux qui tirent sur le théâtre de bataille. L'armée, c'est un peu de tout. Ouais, il y a l'administration. Il y a l'administration. Vous voyez, non? Et dans ce méli-mélo-là, forcément il y a ce qu'on peut dire le patron. Vous savez, dans l'administration, il y a le tout grand patron. Mais lorsque vous parlez de rigueur, est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qui a fait qu'on a battu le jeune soldat Dangou? Il y a à peu près 1 an. On a bouffé ses sous, on a bouffé leurs sous. Et puis on n'a pas voulu qu'il s'exprime. Voilà, donc c'est un haut lieu de partout. Mais comment aurait-on pu entretenir telle mafia à travers le temps? Il y a eu plusieurs régimes, tout ça, c'est resté là, on n'a pas su. Mais si les chefs n'ont pas changé, ou que lorsqu'un chef arrive, un nouveau arrive, on lui passe le mot de passe.
Le jour où quelqu'un se décide à dénoncer, mais la personne est sautée. Non, Oui. Donc je pense que... C'est-à-dire le problème, ce n'est pas est-ce que vous y croyez. Nous voudrions une enquête approfondie. Voilà. Ce n'est pas on vient démentir, etc. On vient de faire un recensement. Il faut que ceux qui ont fait le recensement disent en réalité ce qui s'est passé. Voilà. Ce n'est pas au patron de ce corps de venir dire non. Et d'ailleurs, moi je pense que le chef d'état-major n'avait pas à se prononcer sur cette affaire parce que c'est une question de sécurité. Voilà, alors, vous voulez dire un mot là-dessus? Non, moi je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas qu'on focalise l'attention sur cet aspect-là. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, là où vivent les hommes, forcément, il y a toujours ce qu'ils révèlent et il y a toujours ce qu'ils ont toujours tendance à cacher. Donc sur ce plan-là, il faut, comme l'a dit mon confrère, il faut forcément faire en sorte qu'il y ait, qu'on vienne nous faire exactement le point. D'ailleurs, le recensement qui a été fait en ce qui concerne les fonctionnaires et les retraités, ce n'est pas pour rien. On dirait que chaque 5 ou 10 ans, le ministère des Finances fait toujours un recensement. Toujours est-il qu'il y a toujours des gens qui passent... Et c'est parce qu'on n'a jamais les résultats que la fraude continue. Voilà. Quand on fait un recensement, il faudrait qu'on ait le résultat. Et le résultat. On va juste dire un mot sur ceci. Le gouvernement se met aux trousses des débiteurs de FNPEJ et FNM. Sur un total de 43 milliards, le FNM n'en a recouvré que 16 milliards 311. Et puis seulement 6,32% des crédits octroyés ont été remboursés pour la première phase du FNPEJ et un taux de 30,18% pour la seconde phase. Alors comment expliquer le non-recouvrement? 9,18%. Voilà. Comment expliquer le non-recouvrement de ces créances? C'est-à-dire qu'on a on a octroyé des prêts aux gens à des fins populistes pour bénéficier de l'électorat. Vous savez ce qui s'est passé avec la BCB dans ce pays? On appelle des parents, on appelle des amis, et puis on leur fait des... Il y a une dame célèbre qui est morte, là, qui était au cours d'émissions. Baoulé. Elle a dit... Et les bilans n'ont pas changé. Les bilans n'ont pas changé. Et ceux qui doivent avoir les prêts ne l'ont pas. On demande des dossiers à des gens qui ne fournissent même pas de dossiers. Et c'est une question de concussion. C'est une question de parents, de famille. Et il faut qu'ils remboursent. Il faut qu'on nous dise qui a pris, tel qu'on a fait pour la dernière fois, l'histoire du port, là. C'est Gubo, on a montré qui a pris, qui prend quoi. Et puis, il paraît que des insoupçonnés qu'on ne croyait pas prendre de l'argent, ils ont remboursé les cautions. Il faut que ce soit la même chose. Mais dans ces structures, quand il n'y a pas un corps de contrôle régulier, ça se passe. Enfin, les prêts, ça me rappelle l'histoire de la BCB, de la BBD, etc. Oui. Et puis l'histoire se répète. Vous voulez dire un mot, monsieur Sec? Oui, mais là, on dit pas FNP. Non, FNM, près de 6 milliards CNCA investis et juste 300 millions de pouvoir qu'on a pu récupérer. C'est complètement inimaginable. C'est complètement inimaginable. Alors qu'on pense que, je crois que avant même la fin, disons avant qu'on ne sorte de l'ancien régime pour entrer dans le nouveau, on a vu des responsables de ces mêmes institutions passer par ici pour nous laisser entendre qu'on a un taux de recouvrement de 70, 80, 90% parfois. On dit qu'on a fait des mais, alors, depuis qu'on parle de cette histoire, les responsables qui ont dirigé ces structures, qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Ils sont où? Je suppose que le gouvernement va y arriver. Ah oui, il le faut. Au plus tôt. Voilà. Un mot quand même sur notre corporation, les chaînes de télévision et de radio e-télé, de télévision e-télé, e-télé bien sûr, Eden TV et Soleil, voilà, la chaîne de radio et télévision, en temps suspendu par la RAC, ont repris service. Ce qui est quand même ahurissant, c'est que la RAC croit avoir sanctionné, la RAC croit continuer de sanctionner Sika TV, une chaîne quand même qui dépend du Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. La RAC croit donc suspendre cette chaîne qui émet librement. Vous, monsieur Joseph Ougouchi, vous avez été de la RAC.
Bon, Voilà. d'abord, je suis un peu gêné parce que c'est quand même un droit de réserve. Je pense avoir un droit de réserve sur cette question. Et, Je pensais qu'il y a un délai pour... est-ce que le Bien délai a sûr que fini? oui. Oui, vous avez déjà... Je suis en train de faire 3 ans, bientôt. Bien sûr que mais le délai est passé. Si vous pensez que... Oui. Mais je pense... les raisons évoquées par la RAC sont justes. C'est vrai. Mais On ne met pas ce sur un KTV ne dépend pas de la RAC. Non, mais on ne met pas sur un territoire. La RAC est garant de la diffusion des informations sur l'espace béninois. Mais on ne se lève pas. Vous pensez que quelqu'un va se lever pour aller en Europe et puis se mettre à diffuser des informations sous prétexte que je suis de droit béninois? Non, ça c'est vrai. C'est des chaînes qui sont enregistrées certainement ailleurs, qui sont de droit extérieur, on ne leur refuse pas. Mais dès l'instant où vous diffusez sur un territoire, le gouvernement, les autorités ayant en charge la communication ont le droit de regard. Et en cela, c'est que il y a d'autres chaînes qui le font, les France 24, etc. Bon, on ne pourra pas poser tout cela, mais dès l'instant où quand même c'est une chaîne appartenant à des Béninois, il y a lieu quand même de respecter je ne vais pas dire autre chose hier et dire autre chose aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Oui, je pense que la RAC est dans ce droit et il appartient aux chaînes concernées Voilà. de respecter la réglementation et de rentrer en négociation. Oui, Philippe Nsek, après tout ce qui est arrivé à nos collègues de Soleil FM, EDN TV et E-Télé, quelles résolutions les professionnels des médias doivent-ils prendre? Non, je crois qu'il faut se conformer aux règles. Règles. Il faut se conformer aux textes qui régissent les médias. Il faut se conformer aux dispositions réglementaires. Et sur cette base-là, je pense que on ne devrait pas pouvoir vivre ce qu'on a vécu là. Toutefois, il faut saluer la pression exercée sur la RAC pour finalement obtenir ce résultat. Nous pensons que la règle, ce n'est pas la fermeture, n'est-ce pas, des organes des médias, des organes de presse, mais la règle, c'est de faire en sorte que les organes et les agents qui animent ces organes de presse-là, ces institutions, puissent respecter les règles. Et notre responsabilité, je pense que la responsabilité également de la RAC, parce que cette fois-ci, on a doigté directement le président de la RAC. Et les conseillers sont restés pratiquement muets sur ce sujet-là, jusqu'au jour où ils se sont finalement prononcés pour lever cette sanction. Non, le président a ce pouvoir conservatoire. Oui, mais n'empêche. Oui, le président peut prendre une décision qui, après, va être entérinée par le collège des conseillers ou, bon, maintenant... Mais malheureusement, ça n'a pas été entériné par le collège des conseillers. Et c'est ça. Au contraire, la décision qui est venue maintenant, c'est juste pour remettre en scène... Non, la décision qui est venue, c'est que il semblerait, ou bien... Permettez quand même que nous évoluions. Oui, non, il semblerait que ces organes émettent en dehors du site. Non, et la décision qui est prise, c'est que vous reprenez, mais sur le site initial. Voilà. Donc, ce n'est pas une victoire sur... Non, voilà. je suis pas. Voilà, sur ce plan, non, je suis parfaitement d'accord. Ok, merci. Nous allons à présent passer à l'actualité internationale. Actualité internationale que nous avons via le web. Suivons les échos du web avec Yves Patrick Loco. Merci. Impossible de ne pas le remarquer, le visage triste de Mélanie Trump a retenu l'attention du monde entier, à en croire Jeune Afrique. La femme du nouveau locataire du bureau ovale serait-elle malheureuse ? On ne saurait le dire. Ce dont on est sûr, c'est que Donald Trump a une première semaine bien remplie avec sa batterie de mesures. Retour sur l'Obamacare et la décision de construire un mur à la frontière avec le Mexique sont des actes à retenir des premiers jours de Trump, selon le site du journal Le Monde.
avec le site de l'AFP, on apprend qu'en France, il y a une polémique autour des emplois fictifs concernant la femme de Fillon en cette veille de la présidentielle au pays de Napoléon. Selon le site, cette situation risque de plomber la course de François Fillon vers l'Élysée. Un tour en Afrique, c'est pour parler du retour au pays du président Adama Barrow. Après sa prestation de serment à l'ambassade de la Gambie au Sénégal, le nouvel homme fort de Banjul a été accueilli par une population surexcitée, nous informe le site de RFI. Cependant, c'est loin d'être la joie au sein des populations de Kanilaï, le village natal de Yaya Jammeh, où les habitants ne connaissent pas le sort qui leur sera réservé. C'est tout pour ce tour du net que j'ai eu le plaisir de vous servir. Merci Yves-Patrick Loko. Joseph Oguchi, Donald Trump veut construire un mur sur 3200 km aux frontières entre le Mexique et les États-Unis. Le Mexique n'en a pas les moyens, mais il insiste. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais Donald Trump a dit au cours de sa campagne, je vais faire ceci. Et ils ont voté pour lui pour ça. Il fait ce qu'il a promis aux Américains qui ont voté pour lui. Il vient à peine d'arriver, il va renoncer aux promesses de campagne qui ont fait qu'ils l'ont élu. Croyez-vous, M. Nsek, que la chose soit faisable? Cela fait à peu près 12 500 milliards de francs CFA. Comment est-ce que... le 12 500 milliards de francs CFA. De francs CFA ou de dollars? En dollars, ça fait entre 15 000 et 25 000 milliards. Mais il ne faut pas réfléchir en CFA. Ils sont aux États-Unis, ils ont les moyens, ils sont en Amérique. Tout à fait, tout à fait. Donc ne réfléchissez pas en africain, en béninois. Tout à fait. Mais les intéressés n'en ont pas les moyens. Encore que, est-ce que vous croyez d'abord que ce soit faisable la chose? Non, moi je pense que nous sommes dans un monde désormais qui se globalise d'une manière ou d'une autre. C'est difficile de mettre des murs et d'empêcher les autres d'aller vous voir. Je pense que... Mao l'a fait. Bon, Mao l'a fait, mais aujourd'hui... La Grande Muraille. Bon, c'est vrai que le mur de Berlin, est tombé. Bon, est tombé quand même. Alors de la globalisation, là, c'est un mur idéologique. Là, ici, ce n'est pas une question idéologique. Les deux États ont des choses en commun. Oui, beaucoup de choses, avec la NEA, etc. Voilà, c'est ça. Ben, je pense que les Mexicains déjà ont réagi. Le président mexicain qui devait aller voir Trump pour une visite... Non, il a annulé d'hier. A déjà protesté par rapport et a décidé de ne pas se rendre. Je suis le problème, c'est quoi? Quelle pourrait être la marge de manœuvre du président mexicain pour contrer Donald Trump? Non, le président mexicain, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont allées s'installer au Mexique pour minorer le coût de production. C'est ça. Et donc, ils les exportent voilà, aux États-Unis. Ils exportent aux États-Unis. Mais là, Donald dit qu'il va frapper de 20% ces produits. Mais ce qui est sûr, les premières victimes sont les entreprises américaines. C'est ça. Ce sont les entreprises américaines puisqu'ils sont installés là-bas. Est-ce que le Mexique pourrait céder et financer le mur? Moi, je ne sais pas. Moi, ça me paraît... non, moi-même, je m'étonne. Il y a quelqu'un qui décide de construire le mur et il dit que les autres vont payer. Que c'est les autres qui vont payer. C'est ça qui me surprend. Attendons de voir. C'est ça. Mais le but de Donald Trump sera-t-il enterré si ce n'est pas fait? On est là, wait and see. On va parler sa langue. Voilà. De toute façon, les quelques heures de Donald Trump, on nous a laissé entendre qu'au moins, sur un certain nombre de principes, il a commencé par se comporter non plus en tant que candidat, mais en tant que président. Et même la Cour suprême des États-Unis a déjà annulé un décret d'expulsion de ressortissants venant des pays musulmans arrêtés à l'aéroport, etc. Donc, même géographiquement, la chose n'est pas possible parce qu'il y a des terrains accidentés. Et puis, il y a beaucoup de domaines privés sur les 3200 km. Écoutez, en tout cas, nous, on est au Bénin ici. Je pense que on va observer. J'allais pisser dans mon pantalon si le Nigeria disait qu'il construisait un mur. Donc, alors... Non, je crois que les Américains ne parlent pas en l'air. Si Donald Trump a dit qu'il va construire un mur, c'est parce qu'il y a certainement un problème. C'est le problème d'immigration. Il y a trop de Mexicains aux États-Unis. Oui. Et ils font quoi?
Ils vont travailler, ils vont chercher. Comme il y a, Voilà, il y a c'est pas ça. mal d'investisseurs américains au C'est ça. Mexique. Au Mexique aussi. C'est tout. Bon, par-delà cette réalité, peut-être qu'il y en a d'autres que nous ne maîtrisons pas. Ils vont s'entendre entre Américains, Tout à fait. comme je souhaite que nous nous entendions entre Africains. Voilà. À présent, nous allons suivre la revue des caricatures avec Patrick Diosso. Caricacho débute ce jour par le quotidien Fraternité qui affiche à sa une la caricature de l'enfant Claudio, intitulée « En avant la rupture », avec 2 personnages à l'honneur. Le premier, très essoufflé, s'arrête. Il faut un contrôle antidopage pour ce monsieur. Le second, en pleine forme, continue sa course. Je rêve d'être porté en triomphe. Allez, allez, on s'échauffe. Échauffement ici à la une d'un autre quotidien où l'on parle de la communication électronique, mais avec les mots communication et électronique chauffés d'un S final. S, c'est ce qu'on retrouve dans le mot test ici. Le test, T-E-S-T, c'est une épreuve écrite ou orale, différente du test, T-E-I-S-T-E, qui est la preuve d'un écrit. Le quotidien fautif a rectifié pour se conformer au test correct. Correct dira le simple lecteur en lisant ici. Seules les principales artères et terre-pleins centraux concernés. Mais le lecteur attentif dira que le participe passé concerné ne devait plus avoir un E muet, tel que terre-plein centraux se met au centre du pan de phrase. Si on pouvait faire déguerpir le E muet, l'espace orthographique serait libéré. Libéré, oui, il le faut pour que ce quotidien-ci libère le mot nomination du deuxième M qui l'alourdit. Et comme si cela ne suffisait pas, à la même une du même quotidien, cette fois-ci, en rouge, la nomination a porté encore 2 M. On aime bien la lettre M par ici. Dimanche prochain, une autre manche. Philippe Sec, vous avez suivi la revue des caricatures. Je crois que, je l'ai dit déjà à Patrick, ça nous permet rapidement de tourner en dérision tout ce qui se passe. En réalité, ces histoires de déguerpissement, c'est de vrais problèmes que ça pose. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir à peu près quelques retombées de cela. Mais ce que moi, je peux recommander, c'est de faire en sorte que, aujourd'hui, sur le plan social, c'est de vrais problèmes que cela crée à la population. C'est de vrais problèmes. C'est pas la blague, c'est vrai, on aura une ville physiquement On qui ne peut pas respire. faire de l'omelette sans casser des œufs. Oui, mais quand on veut faire omelette, on décide de faire des omelettes. Et par conséquent, on sait qu'on va casser un œuf. Donc on prend des dispositions par rapport à ça. Mais ce n'est pas accidentel. C'est pour ce la n'est bonne pas cause. d'une manière accidentelle qu'on décide de faire un œuf. C'est pour la bonne cause, Philippe Sec. Je donne la parole à Joseph Ogouchi. Moi, je suis perdu parce que je vois les fautes. Ah non, ça vraiment. Pour des journaux, c'est grave. Et les correcteurs, je vous interpelle, Philippe Nsek. Vous apportez votre expérience à des... Non, je n'en trouve pas dire dans le journal auquel vous participez à la correction, mais c'est grave. C'est grave, c'est grave. C'est grave, très grave. Et ce n'est pas des fautes d'inattention. Oui, Nomination c'est avec... Non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que tout dans ce que les journalistes marchent pour aller à la rate, il faut ils se disent que nommer c'est 2M, du coup, ils voient nomination avec 2M. C'est dommage, hein. Je suis d'accord avec vous, mais c'est bien dommage. Je voudrais inviter mes confrères qui marchent sur la RAC à marcher aussi sur ces journaux qui sont en train de compromettre l'avenir de nos enfants. C'est clair, c'est clair. C'est vrai, le journaliste n'est plus une référence sociale, alors que lorsque nous étions jeunes, on avait du plaisir à suivre les aînés journalistes qui parlaient du français châtié. Aujourd'hui, le journaliste n'est plus une référence. On prenait même plus au sérieux le journaliste que le professeur de français. Et également les bandes défilantes sur les chaînes de télévision. Non, écoutez, c'est ça. Combien de fautes on ne relève pas? Non, vous venez de dire une chose. Même les professeurs de français C'est du respect pour les à journalistes. ce que nous faisons Tout ici à fait. au niveau de nos Mais médias. lorsque les fautes jalonnent tout un journal, ça n'a plus de sens. On se demande si on est journaliste. Je crois qu'il faut donner aux L'expression journalistes... de la langue française est le premier prérequis dont on a besoin avant de... Dans ce métier. Oui, c'est ça.
Et puis, ce n'est pas les instruments qui manquent. S'il y a dans une rédaction, au moins, il peut y avoir un dictionnaire, tout au moins. Tout à fait. Et puis à l'ordinateur. L'ordinateur aujourd'hui avec le portable signale les fautes. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Oui, c'est l'imprimeur, on va dire. Mais quand l'imprimeur finit, on Mais regarde pas du tout. avant dans le Il n'a rien à y voir. L'imprimeur n'a rien à y voir. Ben, Philippe Nsek, merci d'être venu sur cette émission. Et puis, on n'a rien dit sur la Gambie. Je pense que nous devons saluer le retour d'Adam Barrow en Gambie et également saluer l'action de la CEDEAO et des chefs d'État. Mais j'espère que ça a été une pression et que la CEDEAO n'avait pas véritablement envie de déclencher une quelconque guerre en Gambie, je l'espérais. De façon, que ce ne soit pas un poids, deux mesures. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui refusent et on ne leur dit rien. On dit rien, c'est dit arrivé plus d'une fois. Donc si on a commencé avec la petite Gambie, il faudrait que ça soit comme ça. Comme le dirait l'autre, c'est la victoire contre les faibles. Voilà, c'est ça. C'est très bien l'initiative de faire prêter serment ailleurs, mais il faudrait que désormais ce soit la règle. Que vous soyez fort ou faible, il ne faudrait pas que, ou blanc ou noir, que le jugement des tribunaux vous innocente ou vous rende fort ou faible. Merci. Ben, merci à vous, Philippe Nsek, d'être venu sur cette émission. Merci à vous, Joseph Ogouchi. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous recevoir dans peu. Je retrouve d'un instant à l'autre Jocelyne Aladaye Dayon avec la rubrique Le Médiateur. Jocelyne, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça Bonjour, dépend bonsoir. de comment on se reçoit. Voilà, ça dépend. C'est l'après-midi. Voilà. Alors, les collègues de Eden TV, E-Télé et Soleil FM reprennent. Alors, il y a eu ils ont connu beaucoup de situations difficiles ces derniers jours. Alors, la question que je pose, c'est quoi? Quelles sont les questions essentielles que pose aujourd'hui la relation organes de presse, patron de presse et autorité de régulation? Beaucoup de questions, effectivement. Dans cette relation, pour commencer peut-être mon analyse, je pourrais dire qu'il faudrait d'abord planter un certain décor, un certain cadre, un environnement peut-être juridique, législatif, qui permet de quadriller donc cette relation. Il faut qu'on se rappelle que déjà notre Constitution du 11 décembre 1990 donne officiellement à la HAC, en article 142 et alinéa 2, les prérogatives de veiller au respect de la déontologie en matière d'information. Elle lui donne également un certain nombre de prérogatives, dont l'accès équitable des citoyens, des associations, des partis politiques aux médias audiovisuels. Et elle cadre, bien évidemment, à travers un code et à travers certaines lois. Il faut également dire que dans cette relation, la loi organique même relative à la HAC, la loi organique 92-021, dans ses articles 5, 6 et 7, va accorder à la HAC le pouvoir du juge, donc il est juge des médias. Nous avons 9 conseillers qui jugent un éventail de fautes qui seront du domaine de la presse et de la communication. Troisième principe, pas du côté de la HAC, mais dans cette relation avec les organes de presse, il y a le principe universel des libertés d'expression, de presse et, bien évidemment, des informations qui permettent aux organes de presse de faire leur travail en toute sécurité, objectivité, a priori, d'information du public le plus large, et ce, dans un climat social apaisé. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut dire dans un cadre pour positionner notre analyse. Maintenant, dans cette relation entre la HAC et les organes de presse, il peut arriver qu'il y ait des couacs. C'est comme les dents et la langue dans la bouche. Il y a toujours des couacs. Mais quelques couacs peuvent être volontaires ou involontaires. Ils peuvent être provoqués et non provoqués. Alors ici, il y a lieu de se poser la question de savoir que l'objet querellé étant la violation de la convention librement signée avec l'autorité de régulation, pourquoi ces organes de presse se sont empressés de biaiser ou de contrevenir à cette clause qui pourtant les liait. Quand on est lié par une clause, on y est attaché. Donc à mon avis, il faut tenter 5 pistes, 5 questionnements majeurs dans cette relation. Croyez-vous que les collègues aient biaisé? Je me dis premièrement
c'est pas pour justifier peut-être l'approche des collègues ou leurs actes, mais je pourrais me poser des questions comme tout observateur des médias et également chroniqueur sur Club Mediasec et médiateur de la presse sur ce club. Alors, serait-ce pour une question de rentabilité ou de profit commercial? On sait que les organes sont friands de sponsors, ils vont chercher des annonceurs et nous savons qu'à Cotonou, capitale économique, il y a le plus gros lot de ces personnes qui apportent des ressources financières pour faire tourner la baraque. Donc, ils peuvent être tentés par ce profit commercial. Deuxième piste serait la recherche d'un meilleur positionnement par rapport aux confrères concurrents qui possèdent eux aussi à Cotonou de grosses boîtes de communication, de grosses boîtes de presse. Et il faudrait prendre sa place et faire pignon sur rue, avoir pignon sur rue comme eux. Donc on est peut-être un peu tenté de biaiser la clause qui lie à l'autorité de régulation. Troisième questionnement, serait-ce par abus de parrainage politique ? Parce qu'on a vu par le passé que certains organes, du fait qu'ils aient des accointances avec certaines autorités politiques, se permettent allègrement de faire fi de tout ce qui est droit et devoir les concernant et profitent de ce parapluie politique pour faire des actions. Donc ça peut être également une piste de réflexion. Quatrième, on pourrait dire que si c'est des questions peut-être de pragmatisme, d'enregistrement, de tournage pour ces productions audiovisuelles, parce que nous savons que quand vous êtes délocalisé, vous êtes excentré, vous avez vos studios qui se trouvent à Perpète par rapport à Cotonou, c'est toujours difficile de convaincre quelquefois un invité très important qui est une personne ressource de qualité d'effectuer le déplacement parce qu'il y a des embouteillages, il y a ce problème de sécurité si on les invite le matin, tôt le matin déjà ou tard le soir, ces personnes peuvent être frileuses et peuvent décliner votre invitation, ce qui met à mal un peu la grille des programmes de ces organes-là. Donc, ça peut être aussi pour des questions de pragmatisme qu'ils sont tentés de biaiser et de trouver des implantations au niveau de Cotonou pour que ça aille vite et qu'ils fassent l'embauche, on va dire, l'embauche de ces personnes-là qui vont venir rapidement dans un studio, dans un coin, rapidement délier d'informations au public. Et puis, cinquième et dernière analyse, on pourrait dire, est-ce que c'est par pur boycott de l'autorité, du pouvoir de l'autorité de régulation? Est-ce que c'est parce qu'on profite d'un laxisme? Est-ce qu'on profite d'une situation attentiste? Est-ce qu'on profite d'une situation de bonhomie pour se dire, ou de copinage quelquefois? On l'a vu par le passé. Suivez mon regard. Il y a certaines mandatures par le passé qui ont laissé faire des choses parce que et les conseillers et l'administration même de la HAC a un peu s'est laissé un peu aller dans une léthargie qui est préjudiciable à la chose. Donc, ce qui veut dire que même s'il y a eu des péchés, même s'il y a eu des fautes, aujourd'hui, il y a eu un pas qui a été fait et c'est heureux pour la presse, c'est également heureux pour nos conseillers d'avoir accompagné l'apaisement du climat social. Globalement, à quelles sanctions s'exposent les organes de presse qui contreviennent aux exigences donc de la régulation? Oui, de la régulation, mais HAC, parce qu'il y a des sanctions qui relèvent aussi de l'observatoire. ODEM, on va pêle-mêle rapidement dire que si c'est pour l'ODEM, vous avez le blâme, vous avez peut-être la radiation, vous avez aussi la suspension provisoire ou un retrait de carte de presse. Mais quand c'est la HAC qui est au devant et qui doit punir, eh bien, on va dire qu'il y a une mise en demeure, il y a quelquefois des avertissements qui vont tomber, il y a une suspension temporaire des journalistes même, ou bien des émissions, des productions, des publications, ou même des stations de radio, de diffusion sonore, ou au niveau des télévisions. Il peut y avoir aussi des suspensions définitives. Heureusement, on a frôlé le pire, mais tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Alors, une note d'apaisement avec le rappel de quelques principes sacro-saints du journalisme. Vous l'avez dit et j'ai apprécié avec les confrères que vous avez reçus sur le plateau dans la première partie du programme pour dire que effectivement le journaliste est un responsable. Il est un acteur social d'apaisement. Et tant qu'il n'a pas confronté ses sources d'information, s'il n'a pas connu l'origine, la véracité, l'exactitude de ces informations, il n'a pas le droit de publier.
Et tout cela nous réfère à notre code de déontologie. Encore une fois, il faut le lire. Si vous avez de fausses informations que vous publiez ou des informations inexactes que vous publiez, vous devez immédiatement et spontanément les rectifier. C'est un principe. Ensuite, vous pouvez aussi donner un droit de réponse spontané sans passer par un verdict ou une sanction de ces autorités de régulation et d'autorégulation. Et vous pouvez accorder un droit de réplique et garantir ainsi l'expression plurielle des citoyens ou des organisations selon les dispositions prises par la loi. Merci à vous, Jocelyne Ladaé. Rendez-vous dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, ce sera la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain lundi à partir de 23h30 après le journal télévisé. Portez-vous bien. Bye bye.